cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut arriver à rattraper un sac qui a été froissé au moment du retournement. Donc, je profite en fait d'un sac bowling qui a été fait en progression de cours d'une jeune en formation chez les Compagnons du Devoir et en alternance dans mon entreprise. Et quand elle m'a montré, donc, elle était plutôt peinée de voir que son sac avait cassé à certains endroits. Le cuir n'avait pas du tout aimé le retournage. Voilà, on peut voir différents endroits qui sont cassés. Donc, suivant les cuirs, la plupart des cuirs, hormis les cuirs plutôt végétaux, donc, mais la plupart des cuirs en tannage chrome sont rattrapables et on les rattrape en fait en les repassant avec un fer à vapeur. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Idéalement, une fois qu'on le retourne, il faut que le sac ne soit pas encore doublé pour le repasser. Là, le sac est déjà doublé, donc on va quand même le faire comme ça, c'est une possibilité. Donc quand on repasse un sac, qu'on retourne, il faut faire, donc une fois retourné, faire un premier passage. Et ensuite, on peut peaufiner la remise en état une fois la doublure posée. La doublure posée va nous permettre également de piéger la chaleur et la vapeur du fer à repasser entre le cuir extérieur et la doublure, ce qui va donner un gonflant et qui va permettre d'étendre le cuir. Donc, pour faire ce travail, j'utilise un fer à repasser à vapeur. Si vous avez de l'eau calcaire chez vous, pour éviter les traces blanches au moment du séchage de l'eau, donc surtout utiliser de l'eau déminéralisée. J'utilise un chiffon de conto. Donc là, c'est un vieux chiffon qui a été lavé plusieurs fois. Je suis sûr que ça ne va pas déteindre. Sinon, utilisez un chiffon de coton blanc. Et ce qui est très important, c'est que la trame du tissu soit très fine. Surtout si vous avez des cuirs non grainés, il ne faudrait pas que le grain, la trame du tissu, s'imprime sur le sac au moment où vous allez le repasser. Également, pour protéger le sac à l'intérieur et surtout pour protéger ma main, j'utilise une serviette, voilà, très douce, quelque chose qui me fasse du moelleux, de manière à pouvoir mettre ma main à l'intérieur et venir bien appuyer contre mon fer à repasser. Quand je vais repasser donc avec la main à l'intérieur, le tissu par-dessus en une ou deux épaisseurs. Je vais commencer par 2 épaisseurs pour être sûr de ne pas agresser le cuir. Et donc je vais pouvoir en fait, avec cette serviette à l'intérieur, bien pousser sur mon cuir pour bien plaquer la fleur du cuir sur le fer à repasser et d'avoir vraiment une interaction au niveau de tous mes plis. Idéalement, si vous devez réaliser des sacs de série où le repassage devient une étape dans le process, je vous conseille de réaliser des moufles en cuir de mouton lainé, donc avec le mouton à l'extérieur, des gros moufles qui vous permettront d'avoir vraiment un confort très top et également de vous protéger de la chaleur parce qu'en fait on va monter le sac dans une température assez importante et quand le sac n'est pas doublé, on sent clairement la chaleur à l'intérieur. Donc il vaut mieux se protéger la main déjà et puis le mouton également va pouvoir donner ce confort, ce gonflant dont j'ai besoin pour tirer. Là on peut voir en fait que quand j'appuie sur mon cuir au niveau des plis, j'arrive en fait déjà à les ravoir. Donc je sais déjà qu'en fait là le cuir n'est pas vraiment cassé, il est froissé, donc c'est rattrapable avec le fer à repasser. Bien entendu, il ne faut pas attendre d'avoir retourné le sac pour constater qu'il a été brisé. Donc le choix du renfort, le choix du cuir que vous utilisez pour une fabrication retournée est extrêmement important. Il faut le tester avant, le manipuler pour voir comment il réagit au détroussage. Et également, si vous devez le renforcer pour avoir une main comme ce sac semi-rigide, c'est utiliser un renfort qui va avoir également des caractéristiques fiables et viables pour un retournement. Donc, pour ce sac, j'avais préconisé à cette jeune maroquinière d'utiliser un veau utilisé comme renfort, de manière à être sûr que le cuir de renfort intérieur réagisse exactement pareil le cuir extérieur. C'est clair que si vous utilisez par exemple un Synderme ou un Salpa ou un Vilédon pour renforcer votre sac, quand vous allez le retourner, si le Vilédon ou le Synderme casse, il est cassé à vie. Pour que votre sac puisse durer dans son utilisation, il faut le plus possible que les renforts intérieurs aient les mêmes caractéristiques que les renforts extérieurs. Le cuir est une matière qui va avoir tendance à respirer, qui va avoir tendance à se rétracter quand il fait chaud.
quand il va y avoir de l'humidité. Donc il faut que toute la matière puisse respirer et que la matière de renfort puisse réagir de la même manière que le cuir extérieur. Voilà pour les explications. Nous allons donc passer à la phase de repassage. Donc je protège ma main à l'intérieur. Je monte déjà en température avant même d'appliquer. Voilà, et tout doucement déjà, je vais commencer. Donc je fais en sorte que mes mains soient bien positionnées aux endroits où j'appuie avec le fer à repasser. Alors, bien entendu, hein, comme je le disais, si votre intérieur est déjà monté et que vous n'avez pas forcément des matières très épaisses, il se peut qu'en appuyant, vous fassiez ressortir l'empreinte des poches intérieures ou l'empreinte des curseurs. Donc il faut être extrêmement prudent. Voilà. Je n'attends pas pour essuyer l'humidité. Je regarde déjà comment a travaillé un petit peu le... Donc je vois, j'ai déjà réussi à récupérer une bonne partie, donc ça revient bien. Là, j'ai encore des légères frisures, ici, ici, ici. Donc je vais réinsister un petit peu. Le reste, je ne vais pas trop... ici un petit peu, j'ai une petite cabosse. Donc je vais travailler cette première partie, vous voyez la frisure ici. Donc je me positionne, ma serviette, en dessous, mon torchon dessus. Et là, je vais bien insister. Donc là, on peut voir que la frisure que j'avais a totalement disparu. J'espère que ça va être flagrant également sur les photos. Donc je vais insister un petit peu sur celle-ci, là, un petit peu là. Je vais le peaufiner, puis on attaquera l'autre côté après, qui est également bien abîmé. Voilà, je fais attention aux chapes, ne pas trop m'approcher des colorations. Voilà. Pensez à bien l'essuyer. Voilà, j'en ai encore un petit peu, je vais encore insister un petit peu là. Mais on voit déjà que voilà, normalement un sac ça se contrôle à peu près à 40 cm. On en trouve encore un petit peu et ça devrait être bon pour ce côté. Bon, c'est une opération qui donne chaud en général quand vous avez plusieurs sacs à faire. Également en entreprise, une centrale vapeur, c'est pratique également. Hein. Les fers sont plus lourds, on ne balade pas l'eau avec, et du coup on a un meilleur résultat. Voilà. Donc on va faire l'autre côté maintenant. Donc quand on retourne un sac comme ça, hein, qui est constitué en fait de deux corps, d'un gousset, un cavour, il faut à tout prix, quand on retourne le sac, épargner le plus possible les corps. Donc il y a des techniques au moment du retournage pour que les faces restent toujours le plus droit possible, ne se cassent pas sur elles-mêmes. Et par contre, tout l'effort du retournage, on va le faire sur les goussets, qui se voient moins, qui sont plus petites et qui donneront plus de facilité à repasser ou à revenir. Donc ce sera une technique que j'aurai certainement l'occasion de vous montrer dans le futur. Mais déjà, si vous choisissez bien vos cuirs, si vous extérieurs, si vous choisissez bien vos renforts, si vous chauffez bien votre sac également avant de retourner, hein, la chaleur en maroquinerie, retourner, c'est votre ami. La chaleur aide beaucoup, la chaleur va avoir tendance aura toujours la faculté d'assouplir les cuirs. Donc si vous chauffez votre sac, si vous le montez en température avant de le retourner, ça sera toujours beaucoup plus simple et pour le cuir. Donc dans le four, alors on n'a pas tous des fours de maroquinerie
chez soi. Donc moi ce que je fais en fait, voilà, c'est des vieilles techniques de bricoleur. Vous prenez un carton, à peu près du double du volume de votre sac. Vous faites un trou à l'intérieur, le trou du diamètre de la tête de votre sèche-cheveux. Vous retournez le carton sur la table par-dessus le sac, de manière à ce qu'il soit enfermé. Et vous mettez votre sèche-cheveux dans le trou et vous laissez comme ça monter en température. C'est pour ça que ça peut monter très fort en température un sèche-cheveux. Donc c'est pour ça qu'il faut que votre carton soit quand même suffisamment grand pour pas que le souffle chaud ne vienne frapper de plein fouet le cuir. Voilà, vous mettez en vitesse 2, on va dire, votre sèche-cheveux. Une fois que c'est bien chaud, vous retirez le sac et puis vous pouvez le retourner. Ça sera beaucoup plus simple que de l'attaquer à froid. Voilà, donc là j'ai bien atténué les premières frisures. Là j'en ai quelques-unes, on voit le long du jonc, ça a pas mal morflé. Ici également, au niveau de la chape. Ici, là, je vais insister sur ces côtés-là. J'en ai encore une petite ici. Alors, je me déplace avec mon gant en dessous. Je tourne bien autour de la chape. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez, vous, d'autres techniques, d'autres conseils. Voilà, j'ai pas la prétention de tout savoir, d'avoir la meilleure méthode, hein, donc n'hésitez pas, hein, le métier ne peut qu'évoluer à travers le partage. C'est ce que je fais moi voilà, aujourd'hui, après près de 40 ans d'exercice de la profession. Voilà, j'ai cette passion de retransmettre mon métier. On verra après l'étape. La dernière étape, c'est le nourrir un petit peu, hein, le fait de le chauffer, de l'humidifier comme ça. Il faut un petit peu nourrir votre cuir avant de le laisser totalement tranquille. Parce qu'en fait, le cuir, quand il devient comme ça chaud et humide, si vous le laissez sans aide, sans accompagnement, se refroidir, il peut en fait se rétracter. Donc il faut lui donner un petit peu de nourriture. Donc, vous voyez, tant qu'il est chaud, là, avec mon doigt, là, donc quand il n'y a pas de doublure, vous pouvez le faire à la lissette. Je viens bien gonfler ici, le long du jonc, pour bien tendre le cuir. Voilà, ici, là, cette frisure-là, elle est plus compliquée à venir. Donc, là, je vais y aller directement à la vapeur, hein, dessus. Alors, bien sûr, voilà, les cuirs qui craignent l'eau, hein, comme le végétal et tout, faut y aller, faut pas y aller du tout, il faut y aller très prudemment, ou alors il faut avoir accepter que votre sac se patine, peut-être le nourrir ensuite et tout. Donc voilà, c'est pas forcément recommandé. Après, les sacs végétaux en général, ils sont retournés sans doublure, sans renfort, ils se suffisent à eux-mêmes. Voilà, vous voyez, peu de chaleur là, elle est quand même bien revenue. On va faire la même chose ici. Voilà. Après, il y a la qualité du cuir, hein, mais bon, par rapport à ce qu'on avait, je vais quand même encore un petit peu insister là, tant qu'il est bien chaud. Je pense qu'on aura fait une part du chemin. Et là, j'ai pas la main sur la serviette à l'intérieur et je le sens en fait. Alors voilà, là en fait, également, ce que je voulais pas arrive, c'est en fait, c'est que ma poche intérieure est en train de marquer sur l'extérieur. Donc là, je la tire un petit peu. Je tire ma poche à l'intérieur là pour la décoller du corps, du cuir extérieur. Et le spectre qui commence à apparaître là, j'essaye de l'atténuer un petit peu. Puis là, on va travailler ici, vous voyez, en fait, là, j'ai un peu trop insisté en fait. On devrait revenir en refroidissant. Donc là, je vais faire l'autre partie, l'autre chape.
pareil, hein, je viens bien gonfler le long du jonc. Là, en fait, ici, là, quand vous posez des chapes comme ça, là, qui sont très raides, très épaisses, sur des cuirs qui sont plus fins, n'hésitez pas à mettre un contrefort sur votre cuir, là, en dessous de la couture, pour soutenir la chape, en fait. Là, ce qui se passe, c'est que la chape, elle est tellement raide et épaisse qu'elle a tendance à enfoncer le cuir. Donc, c'est normal que ça casse ici. Si vous mettez un renfort 1 cm plus large ou 1,5 cm plus large par ébord 0, un renfort en cuir, avant la couture, votre chape sera soutenue et ne viendra pas briser votre cuir auto. D'où l'intérêt en fait de bien repasser vos sacs avant de mettre la doublure. Parce que là en fait le cuir étant fin, la poche étant un peu raide derrière, je l'ai bien fait ressortir quand même, quoi. Je vais essayer de l'atténuer là, ça m'embête un peu ça. Ça se voit un peu moins. On va laisser refroidir, on verra ensuite. Voilà. Et donc là on va finir par le fond. Donc là vous voyez le fond là, on a en plus en fait souvent les fonds. On les coupe dans des parties qui sont moins belles, mais même si elles sont moins belles, il faut faire attention au creux. Là, on a un petit peu de creux. Donc là également, quand on repasse, garantissez-vous que vos cuirs soient propres. C'est parce que s'il reste de la colle, comme ici, ou du crayon argent, enfin du crayon blanc ou de la colle, vous repassez dessus, en fait, vous risquez d'incruster le produit à l'intérieur. Je regarde si ça part avec de l'eau, ça n'a pas l'air de partir avec de l'eau. Non plus, ça part pas. Donc à l'eau, ça part pas. Je me demande si c'est pas de l'enlever de fleurs quand même. L'eau ne marche pas, donc on va essayer avec essence F. Voilà, je crois que en fait c'est de la fleur qui est partie, de la teinture, donc ça partira pas plus que ça. Donc il n'y a pas de risque, il faudra le cirer après. Ça part pas, on peut repasser par-dessus. Donc là, du flanc, donc j'hésite pas, je chauffe. Alors quand vous avez des sacs comme ça également, où pour le coup ça serait le fond qui serait très abîmé, vous pouvez vous faire des janettes. La janette, c'est ces petites planches à repasser en bois qu'on vient mettre par-dessus une planche à repasser pour pouvoir repasser en forme des vêtements particuliers. Donc là, on peut imaginer une janette qui est la taille du fond, une petite planche de bois. Et en fait, je viendrai mettre mon sac comme ça sur la janette, directement posé, de manière à pouvoir repasser bien à plat et bien appuyé. Voilà, donc là, déjà, on peut voir que rien que directement comme ça, on a déjà réussi à récupérer un peu le fond, quoi. Mais de toute façon, il est creux. Je pense que si on arrive à récupérer l'aspect, c'est un cuir qui aura peut-être un petit peu plus de mal à vieillir dans le temps, au niveau du fond en tout cas. Mais là, esthétiquement, on va réussir à le revoir. Alors, tous les cuirs ne se valent pas, hein. Il y a des cuirs qui vont mieux que d'autres. Des fois, voilà, on a des sacs qui ne supportent pas du tout, donc on va avoir tendance à fabriquer les sacs sans les renforcer, les retourner et ensuite mettre les renforts à l'intérieur. C'est un choix, c'est pas forcément toujours évident, mais des fois on est obligé de le faire, hein, quand le client ou le styliste veut impérativement ce cuir en piqué retourné. Alors, on va pas plus insister, hein. Il reste encore légèrement des frisures, peut-être un petit peu là, mais vu la qualité du cuir, je ne sais pas si ça donnera quelque chose de mieux. Je pense que déjà là, ça reste un sac qui, pour une progression, reste présentable.
Si n'avait pas été doublé, j'aurais pu faire un petit peu mieux. Mais voilà, ça vous permet de vous donner une idée de ce qu'on peut faire en repassant. J'ai toujours mon empreinte là, de poche. Donc ça peut vouloir dire également que la poche était un petit peu trop... Si ça revient comme ça, si en fait votre sac, le fait de le repasser un petit peu, la poche ressort, c'est qu'à terme, de toute façon, à l'utilisation, c'est ce qui arrivera. Ça veut dire qu'en fait, peut-être que là, à cet endroit-là, le cuir n'est pas forcément renforcé, ou alors il faut mettre autre chose sur la doublure pour éviter que les pieds de couture, les arrêts de fil, les rembords, hein, c'est du tissu, hein, les surépaisseurs, ne marquent votre cuir. Hein. C'est ce qu'on appelle un spectre. Ça peut arriver, ça arrivera systématiquement à l'utilisation du sac, quoi. Donc là, également, ça sera un conseil à donner à cette jeune maroquinière, c'est de faire attention au moindre relief qu'elle laisse à l'intérieur par rapport à la pérennité de son sac. Voilà, donc vous savez tout désormais sur le repassage d'un sac en cuir. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est tant que le sac est chaud et encore un petit peu humide, c'est le remplir de manière à bien le gonfler. Donc je vais mettre voilà, des tissus à l'intérieur de manière à bien le gonfler. Donc je prends tout ce que je peux hein, pour le bourrer. De manière à ce qu'il gonfle bien, que ça appuie bien derrière, surtout au niveau des faces. Voilà. Et puis lui redonner un petit coup de chauffe et puis le laisser reposer. Et puis on verra une fois froid ce qu'il va donner. Et on reprendra pour finir la... On va essuyer bien les gouttes. On fera avec une crème nourricière incolore. On leur donnera un petit éclat. Voilà, on va le laisser reposer et on reviendra plus tard. Le sac a reposé 24 heures, bourré, il y a encore le bourrage à l'intérieur. Donc on peut voir que les cassures que nous avons rattrapées au fer à repasser ne sont pas revenues. Voilà. Après, il nous reste malgré tout voilà, des petites frisures qui sont notamment dues au fait que le sac est resté très longtemps cassé. En fait, une fois qu'on retourne le sac et qu'il est froissé, il ne faut pas trop attendre pour le repasser puisque le cuir va avoir une mémoire de forme et un pli qui reste très longtemps aura forcément toujours du mal à revenir. Donc je vais essayer quand même de les atténuer. Voilà, de ce côté-là, il y en a un petit peu ici, il y en a un petit peu ici. C'est surtout l'autre côté. Voilà, il y en a beaucoup plus là, tout autour. Voilà, il y en a quelques-unes. Donc pour ça, je vais utiliser un sèche-cheveux. Et comme je vais chauffer quand même relativement fort et assez près, pour ne pas agresser le cuir, je vais graisser le cuir avec une crème nourrissante pour pouvoir le graisser et pouvoir, sans crainte, le chauffer à des endroits précis. J'en ai profité également derrière pour cacher, avec des crayons réparateurs, les petites griffures qui faisaient apparaître le blanc du cuir au chrome. Donc voilà, c'est atténué. Et là, il va y avoir également un gros travail à cause de la matière qui est un peu creuse, de la mauvaise qualité de la matière pour le fond. Là, c'est pareil, je vais retravailler au sèche-cheveux. Bon, on voit toujours en fait la démarcation du coup fer à repasser qu'on a ressorti. Donc ça, c'est un cas d'école. Quand on fait un sac rigide, on va renforcer avec un cuir, avec un synderme. On n'a pas besoin de retourner le sac. Donc tout ce qui est doublure à l'intérieur, toutes les poches, ne vont pas forcément marquer puisque notre cuir est rigide. Sur un sac que l'on réalise en fabrication retournée, forcément,
on va beaucoup moins renforcer, donc le cuir est plus souple. Et toutes les surépaisseurs qu'on va avoir à l'intérieur sur la doublure, donc toutes les poches, les porte-clés, les anneaux, les poches zippées, etc., vont avoir beaucoup de facilité à marquer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est entre cuir et doublure, de poser une petite feutrine, par exemple, de 2 mm, juste collée sur les bords, même pas pris dans le montage piqué retourné, hein, mais juste légèrement collée sur les bords, de manière à ce qu'il y ait un petit espace de protection très léger entre votre cuir extérieur et votre doublure intérieure avec les reliefs. Donc préférez plutôt le feutre, c'est une matière plus naturelle, à des mousses qui vont avoir tendance à se dégrader, sinon des mousses latex qui sont un peu plus lourdes que le feutre, mais qui également sont des éléments naturels qui vont beaucoup mieux vieillir dans le temps. Donc on va passer à la phase nourriture. Voilà, je crois que j'arriverai pas à faire mieux, hein, sur ce cuir. On verra les photos avant-après. Je pense qu'on a déjà quand même bien rattrapé le coup de ce côté. L'autre côté est moins abîmé. Donc c'est le côté avec la poche. Donc je mets ma main dans la poche pour tirer un peu la doublure. Bien entendu, hein, c'est un cuir de formation. On n'est pas sur des cuirs de très grande qualité. En général, ce sont des cuirs déclassés qui sont utilisés par les élèves. Ce qui peut expliquer également le résultat. Forcément, on met de la crème dans des endroits un petit peu plus inaccessibles, d'où l'intérêt d'avoir une brosse douce pour bien nettoyer et bien retirer tous les surplus ensuite. L'idée en fait est de créer un choc thermique pour que la matière se crispe sur elle-même.
Attendez pas que le sac soit refroidi pour brosser. Sinon la crème risque de sécher et d'avoir beaucoup plus de mal à partir. Voilà, je crois pas que je ferai plus de miracles que ça. Ça se voit encore. Hein. Mais bon. On va faire le fond. Encore moins pour le fond, on pourra faire des miracles. Hein, c'est important de la coupe hein, pour la qualité du sac forcément est important. Le choix de la matière dès le départ, le choix des renforts également. Donc bien entendu, si vous n'avez pas, enfin, si la cible en tout cas prix ne vous permet pas de renforcer le cuir extérieur en cuir, si vous avez besoin de le renforcer, et que vous devez mettre un renfort plus synthétique, si votre renfort a tendance à casser, évitez de le coller en plein. Voilà. Après, ça va dépendre vraiment du résultat final que vous voulez avoir. Je vous engage à faire des tests avant de définir des épaisseurs, des renforts. Idéalement, on choisit le cuir par rapport à la fabrication que l'on a à faire. Souvent, on va utiliser des cuirs, mais des fois, on a des stylistes qui nous demandent dans la profession de réaliser des sacs rigides, par exemple avec des cuirs extrêmement souples, ou des fois des sacs souples avec des cuirs plutôt fermes. Il y a souvent un non-sens et en fait on est obligé de renforcer contre nature les matières. La qualité d'un produit, la qualité finale d'un produit vient tout de même beaucoup de l'étude que l'on va faire dès le départ et de la préparation du travail qu'on fera. J'espère que ça vous donnera des idées pour vos futures fabrications. Bien entendu, l'objectif étant toujours d'éviter d'amener le sac à une phase de réparation avant la vente. Voilà. Maroquinez bien.